Donc, bonjour à tous, donc Muriel Franville. Je dépends aujourd'hui de la DOIP, la Direction de l'orientation de l'insertion professionnelle, donc pour l'UGA. J'y suis ingénieure d'études et depuis maintenant 8 ans chargée de l'accompagnement et de l'insertion donc de nos étudiants. Jusqu'à maintenant, donc je dépendais de l'université Stendhal et donc j'ai plus particulièrement travaillé avec les étudiants de ce qu'on appelle le domaine ALL, c'est-à-dire les arts, les lettres et les langues. Je suis ravie de participer à cette 4e édition. J'ai particulièrement apprécié les précédentes. J'ai trouvé celle d'aujourd'hui particulièrement riche. Je suis aussi ravie pour les étudiants. Je trouve que c'est une chance absolument exceptionnelle de pouvoir avoir comme ça une journée complète avec des témoignages, une vraie immersion sur les réalités, les contraintes de tous les professionnels et surtout je suis toujours très impressionnée dans vos séminaires par le fait de la variété des intervenants tant par rapport à leur statut que bien sûr par rapport aux pays dans lesquels ils interviennent, mais aussi par rapport à la variété des publics face auxquels ils travaillent. Et je trouve que toute cette diversité, elle est vraiment riche pour vous aussi, étudiants, pour pouvoir faire un peu un choix et vous positionner à l'avenir peut-être vers des domaines plus ou moins adaptés. Alors, je suis en charge de cette synthèse. Je vous avoue que le travail m'a été assez difficile, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses très riches. Je vais donc essayer de reprendre tous ces éléments-là. Bien. Alors, la thématique, donc rappelons déjà tout simplement la thématique. Le marché des langues, mieux le comprendre pour mieux se positionner. Je crois que je reviendrai déjà sur des chiffres qui nous ont été donnés, notamment par le collègue de l'Institut français, et qui nous dit finalement que le marché du français et du FLE se porte bien. Il se porte bien notamment parce que le français est une langue appréciée aujourd'hui. Et donc voilà les chiffres qui nous ont été avancés. D'abord, une augmentation de 7% des locuteurs sur ces 3 dernières années dans le monde entier qui veulent parler le français. Le français est la 2e star des langues après l'anglais. C'est la 2e langue la plus enseignée dans le monde. C'est la première langue et la langue présente sur les 5 continents de ce monde. Et puis, il y a une augmentation du français il y a une demande, il y a un intérêt qui augmente sur l'intérêt de ce français-là. C'est une forte demande et notamment, on se rend compte qu'il y a une demande de développement de filières bilingues dont une des langues serait le français. Donc, un discours qui est optimiste par rapport donc à tous les futurs enseignants de FLE. Les besoins sont là, ils existent. Par contre, notre interlocuteur a bien nuancé en disant que c'est un discours optimiste certes, mais pas béat. Alors, discours non béat, pourquoi ? Il a amené déjà 2 nuances. Il a amené une nuance de type pédagogique et puis une nuance de type économique. Alors, cette nuance pédagogique, c'est notamment les difficultés qualitatives et le besoin et la nécessité d'améliorer les méthodes d'enseignement. On se rend compte que dans certains pays ou continents ont été cités l'Afrique, le Liban, la Roumanie, le Costa Rica, où on retrouve très souvent des programmes qui ne tiennent pas compte du niveau des apprenants. Au niveau pédagogique également et au niveau de l'évolution des méthodes, peut-être l'importance de plus entendre les besoins des apprenants. Et parmi ces besoins, 4 ressortent très fortement et on les a retrouvés tout au long de la journée. L'importance d'avoir accès à des cours plus simples, de pouvoir accès à des cours modulaires, et aussi à des cours qui donnent lieu à des certifications. Voilà 3 points qui semblent importants à prendre en compte.
Et puis, comme je disais, il parle d'un discours certes optimiste, mais pas béat, pour ces questions pédagogiques d'une part, mais aussi pour des questions économiques. Et là, c'est quelque chose qui a été aussi rappelé tout au long de la journée, c'est que quels que soient les organismes, qu'ils soient privés ou publics, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur implantation, eh bien, il y a toujours le besoin d'assurer l'autofinancement des structures. Il a été régulièrement dit que même pour des structures publiques, on vient à l'instant d'entendre le QF qui nous dit qu'il y a des absences de dotation de l'État. Donc, il y a l'importance de générer des recettes et que ces recettes générées, elles doivent permettre de payer les salaires. Et donc, on arrive bien sur cette dichotomie qui va nous suivre et qui nous a suivi toute la journée, c'est-à-dire l'enjeu de cette journée, à mon avis, elle était bien de montrer l'interdépendance entre le monde du FLE, l'interdépendance dans le monde du FLE entre la dimension éducative et la dimension économique. On a régulièrement entendu parler du pédagogue, et là où on avait souvent l'habitude d'entendre en face l'apprenant, on a régulièrement entendu le client. Pédagogue, client. La question semble être comment pouvoir enseigner tout en fidélisant. Enseigner, fidéliser, pédagogue, client, dimension éducative, dimension économique. Et cette interdépendance, on l'a réentendue absolument tout au long de la journée. Alors, oui, ces questions, ce travail d'équilibriste entre enseigner, fidéliser, eh bien, ce travail d'équilibriste, parce que c'est un des termes qui a été aussi utilisé, eh bien, non, quand on parle de FLE, eh bien, oui, c'est un marché concurrentiel, oui, il faut bien parler aussi de clients, oui, la question de fidélisation est essentielle. Et donc, non, ce n'est pas un gros mot que de parler de domaine concurrentiel en parlant du marché du français langue étrangère. Le marché des langues, donc, eh bien, du coup, on va arriver sur un certain nombre de constats et puis d'enjeux. Alors, j'en ai chiffré 7. Je pense qu'il pourrait y en avoir encore beaucoup plus. Mais quelle est la conséquence donc, de cette question financière, de cette question budgétaire? Eh bien, d'abord, il a été mis en avant sur toute la journée l'importance de régulièrement renouveler les pratiques pédagogiques. Il a été un terme qui est revenu de façon récurrente, c'est la diversification des méthodes, des outils, des supports. J'y reviendrai. Un terme qui est revenu à au moins 4 reprises, enfin auprès de 4 intervenants, c'est la question de la rentabilité. Donc un deuxième enjeu, au-delà de renouveler les pratiques, c'est cet enjeu de rentabilité des formations. Alors la rentabilité des formations, eh bien, ça implique avoir des outils sur mesure, mais c'est aussi et surtout de pouvoir avoir et de développer des critères et des indicateurs qui permettent de mesurer la rentabilité de ces formations. Autrement dit, on va devoir évaluer, on continue et on le fait déjà. On va devoir évaluer ces formations et repérer systématiquement si elles sont rentables. Le troisième point, eh bien, c'est du coup un enjeu qui va être... vous allez voir. Eh bien, il y a derrière un enjeu qui est celui d'assurer des campagnes de promotion. Promouvoir les formations. Alors ces promotions, ces campagnes de promotion, elles vont aussi s'étayer sur toute une approche qui est une approche marketing. Donc on a déjà évoqué l'importance de renouveler les pratiques, les critères et les enjeux de rentabilité. Et puis, cette approche marketing qu'on a retrouvée en filigrane des interventions et puis lors de toutes les illustrations qui nous ont été présentées. Alors, ces approches marketing, c'est d'abord et avant tout comprendre le public, donc avoir un public cible, cibler un public, et ce public, on le verra tout à l'heure, mais il est extrêmement varié. Donc, en fonction de ce public, selon qu'on est sur un public business, selon qu'on est sur un public privé, selon que ce public se forme à vocation professionnelle ou à titre personnel et ouverture culturelle, bien évidemment, les supports vont être extrêmement différents. L'idée, en tout cas, ça va être, et c'est un terme qui est revenu aussi très souvent, de personnaliser, la personnalisation de ces formations.
On va donc dans cette approche marketing aussi retrouver, et le terme est revenu aussi au moins à 4 reprises, donc c'est le terme de stratégie, donc les stratégies clients. Et donc, on a entendu parler d'études de marché, d'études de faisabilité, et l'idée étant toujours de personnaliser, d'adapter ces formations au maximum à chaque apprenant. On a aussi trouvé et entendu et vu dans les exemples qui nous ont été présentés une approche, un vocabulaire, des termes comme le plaisir d'apprendre, voilà, un design graphique agréable, etc. Ce sont des éléments qui sont revenus dans cette approche marketing assez souvent. Dans cette démarche marketing également, donc j'ai bien parlé de l'approche sur mesure, de la personnalisation, des études clients, des études marché, et puis un autre enjeu qui est très lié à cette approche marketing, c'est celle de la communication. Et là aussi, moi, ça m'a frappé en tout cas entre ma première intervention auprès de vous en 2009 et aujourd'hui. Je trouve que ces critères de communication, ils ont énormément évolué. Et notamment les critères et les indicateurs qui permettent de mesurer en fait cette communication. L'enjeu reste le même, c'est-à-dire un enjeu fort, c'est celui de fidéliser, de maintenir, de garder le contact avec l'apprenant. Mais par contre, la manière de mesurer, eh bien voilà, les critères qui nous ont été donnés sont presque toujours, alors les mesures d'impact, c'est combien j'ai eu de likes, combien j'ai eu d'acquisition de fans, combien de fois telle page web est consultée, combien de fois la personne passe d'une page à une autre, combien de fois la personne va s'orienter vers le site web institutionnel. Ces critères-là, on ne les avait pas du tout, évidemment, en 2009, et je trouve que c'est un impact fort sur l'évolution aussi de nos pratiques. Un de nos correspondants, donc le correspondant de Singapour, nous disait qu'un de ces critères, c'était, donc il a cité 4 supports, donc Facebook, 11 500 fans, le site, 50 000 visites, la newsletter, 20 000 abonnés, et puis le magazine papier qu'il nous a rapidement balayé en nous disant qu'il est distribué gratuitement aux personnes. Et donc on voit bien effectivement là l'évolution des supports et on arrive bien sûr à ce constat qui est celui de l'importance des technologies. Donc par rapport à ce marché et comment fonctionne ce marché, on retrouve vraiment ces termes de rentabilité, de marketing, de communication. Mais on retrouve aussi l'attention à des campagnes de promotion, promouvoir le français. On nous a parlé de la campagne et en plus je parle français par exemple. Maxence nous a aussi parlé du besoin concret et de la finalité économique aussi de l'approche du FLE et nous a bien parlé aussi de tous les partenaires sur lesquels on pouvait faire un travail de sensibilisation, mais qui faisaient aussi fortement appel au domaine du FLE, le domaine de la recherche, de l'aéronautique, des nouvelles technologies, du commerce, de la santé, du luxe notamment, sont des domaines qui, via la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, fait appel à des logiques FLE également. Alors, pour la suite de l'intervention, je regarde juste rapidement si je n'ai pas oublié les choses. Donc, un enjeu fort, ouais, la formation, j'y reviendrai. Pardon. Pour la suite, en fait, de cette synthèse, ce sera plutôt un rapport d'étonnement. Alors, au vu de tout ce qui a pu être entendu durant cette journée, il y a 3 éléments qui, quand même, m'ont particulièrement frappée. La première, c'est toujours la diversité du monde du FLE. C'est un monde d'énormément de possibles. Multipublic, multistatut, multipartenaire, multimission, multidemandes, multi-horaires, multi-supports. On a là une possibilité de se positionner en tant que notamment jeune diplômé qui est extrêmement variée. On verra tout à l'heure que par contre, il va falloir serrer ces éléments-là, les hiérarchiser, parce qu'on ne peut pas tout épouser d'un seul coup. Un deuxième élément d'étonnement,
c'est quand même la place du numérique durant cette journée. Quand on lit le programme, quand on reprend le programme, la notion de numérique n'était pas au centre des débats. Certes, on pouvait l'attendre, mais en l'occurrence, elle a été plus que prédominante aujourd'hui. Cette place du numérique, c'est vraiment, et ça a été dit comme ça, un défi majeur. Et ce défi majeur, il s'agit aussi de former la relève par rapport à cette question-là. En tout cas, voilà, moi j'ai cet étonnement entre finalement le sujet, hein, le marché des langues, mieux comprendre pour mieux se positionner. A priori, la question du numérique pouvait apparaître en filigrane en tant qu'outil. Pour moi, il est apparu de façon absolument centrale. On a donc pu entendre, et c'est en lien avec toute l'approche et les enjeux de fidélisation, à quel point en fait ce marché du numérique il est important, et il est important parce qu'il répond bien à nos deux dimensions identifiées au départ, la dimension pédagogique, mais là aussi la dimension économique. Il a clairement été dit par rapport à la place du numérique que il revêtait des avantages budgétaires extrêmement importants. Meilleur coût, et plus grande flexibilité. Plus grande flexibilité par rapport aux horaires d'utilisation, plus grande flexibilité également par rapport, bien sûr, aux questions de distance et de mobilité qui sont primordiales dans la question du flux. De ce fait, par rapport à la place du numérique, on a entendu parler de la diversité des supports, mais aussi de toute une nouvelle gamme en fait, de supports. Et d'ailleurs, tiens, je vais faire le jeu entre gamme et gamification, la gamification qui a été abordée, l'utilisation notamment de rendre les supports beaucoup plus ludiques, et donc le support jeu et le jeu en ligne a été cité à 3 reprises, et 5 exemples nous ont été montrés au cours de la journée. Il a été bien sûr abordé l'utilisation des MOOC, mais aussi des bibliothèques en ligne, des plateformes, des réseaux sociaux qui sont très importants, mais aussi de l'utilisation d'applis en apprentissage, typiquement l'exemple de Singapour, où notre collègue utilise de façon systématique WhatsApp avec ses étudiants. Nous verrons tout à l'heure aussi les conséquences peut-être que cela pose au niveau des compétences à acquérir. Et puis, eh bien, par rapport à cette technopédagogie, puisque c'est aussi un terme qui est ressorti au moins à 2 reprises, par rapport à cette technopédagogie, eh bien, en même temps, il y a quand même régulièrement une alarme qui a été citée par nos intervenants, à savoir qu'il n'est pas question que l'apprenant soit livré à lui-même, et que, du coup, eh bien, le travail de l'enseignant en FLE, eh bien, c'était celui, bien sûr, d'accompagner. Et donc, le terme qui a été utilisé a été le coach formateur. Les solutions évoquées pour éviter que l'apprenant soit livré à lui-même face à tous ces nouveaux outils. Alors, par exemple, une illustration de la question du livret à lui-même, par exemple, il nous a été dit que par rapport au MOOC, par exemple, au MOOC, j'aimais bien le dire, je suis désolée, je ne suis pas du tout angliciste, seulement 15% des personnes allaient jusqu'au bout de l'enseignement. C'est vrai que c'est très faible. Donc voilà tout l'enjeu en fait d'accompagner. Et par rapport à cet accompagnement, les solutions évoquées notamment ont été très souvent la personnalisation et le sur-mesure, bien évidemment, mais aussi le travail de mise en relation et la sociabilisation qu'il pouvait y avoir autour de l'utilisation de ces outils. Et donc notamment en favorisant le partage entre apprenants, l'entre-apprentissage, également en utilisant les notions de rencontre, bref, et également, malgré tout, de pouvoir aboutir en utilisant ces méthodes à une certification, à quelque chose qui puisse être quantifié, à des formations qui puissent à un moment donner lieu à résultats et éventuellement à diplôme.
Par rapport à ce rapport d'étonnement, je vous ai parlé de la question de la diversité des modes d'apprentissage du FLE, avec cette quantité incroyable de possibles, mais également de la place du numérique. Et enfin, eh bien, en troisième point, c'est quand même cette évolution permanente auquel est confronté le monde du FLE. Cette évolution permanente et qui est en permanence, donc un marché qui est toujours en pleine mutation et en même temps qui ne peut pas ignorer les contraintes budgétaires. Cette évolution permanente, eh bien, elle amène, et elle vous amène tous, mais les futurs diplômés aussi, à être en permanence en veille. C'est un terme qui est revenu très souvent, une veille informative permanente, le fait de se former de façon systématique à de nouveaux outils, de pouvoir être en permanence et d'appartenir à des communautés de pratiques, donc de pouvoir échanger en permanence sur de nouvelles ressources. Et puis, cette évolution permanente, voilà, il a été aussi question de se former tout au long de sa vie professionnelle. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre de se former beaucoup, là aussi, sur des modalités qui sont des modalités de formation numérique, de formation à distance. Et on retrouve là systématiquement ces fameux multisupports. On a l'impression que la formation présentielle aujourd'hui, en tout cas au cours de cette journée, purement et uniquement in situ, a peu été présente. La formation en ligne, on en a parlé, et puis il a été aussi question de formation hybride, et peut-être que les solutions aussi sont à trouver de ce côté-là. Alors, pour finir ces questions, alors peut-être que je voudrais revenir sur cette notion que j'ai trouvée jolie, qui est la notion de fleuriste. J'avais envie de faire un petit parallèle entre mon fleuriste, que j'aime beaucoup, et puis vous, les spécialistes du FLE. Un fleuriste, il a beau adorer les fleurs, il n'a jamais dans son magasin toutes les fleurs possibles à disposition. Un fleuriste, il va forcément préférer travailler sur certaines matières que d'autres. Un fleuriste, il va préférer des couleurs. Un fleuriste, il va travailler plus spécifiquement et cerner des produits qui seront adaptés à un public spécifique. Un fleuriste, en général, qui fonctionne bien, il a un peu une marque de fabrique. Et c'était peut-être ce parallèle, je voulais le faire parce que du fait de cette diversité, du fait de cette évolution permanente, du fait de cette place du numérique qui, elle aussi, vous demande un travail de veille constant, on pourrait se dire « Ouh là là, mais par quoi je commence et comment je me positionne dans tout ça ?» Eh bien, je crois que ce qui est très, très important, c'est vraiment de vous donner la possibilité de vous dire « Ok, je commence par travailler avec quel type de public, sur quel type de mobilité, et je me spécialise d'abord dans un domaine. » Parce que si ce marché est très concurrentiel, un marché concurrentiel, ça veut dire une approche commerciale. Et une approche commerciale, c'est pas forcément une approche sourire Colgate et chemise fluo. Hein. Ça fonctionne pas, ça c'est pas un bon commercial. On a horreur de ces commerciaux-là. Un bon commercial, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de montrer l'adéquation qu'il existe entre un produit et un besoin cerné. Et donc, tout votre enjeu, c'est à un moment de bien comprendre le public que vous aurez cerné, de mettre en pratique toutes vos compétences qui sont des compétences clés de votre métier, qu'on a finalement peu citées sur la journée d'aujourd'hui, mais qui sont bien évidemment de savoir répondre à une commande, de savoir interpréter et évaluer des besoins, de savoir mettre en place et structurer une progression pédagogique cohérente, de savoir évaluer des séquences pédagogiques, didactiques, d'élaborer un plan de formation et puis de savoir bien sûr assurer le suivi des apprenants, de construire des référentiels, etc. La liste pourrait être très longue, mais l'enjeu très probablement aujourd'hui pour vous, c'est d'arriver à
mobiliser déjà et travailler sur cette adéquation entre le besoin que vous cernez chez votre apprenant et puis votre pratique, les compétences, les outils que vous avez développés. Et puis, l'idée aussi, finalement, c'est toujours ce double enjeu, c'est-à-dire de mieux comprendre pour mieux se positionner. Mieux comprendre votre apprenant pour mieux se positionner vis-à-vis des outils que vous allez utiliser. Mieux comprendre le secteur du FLE pour vous, en tant que futur candidat, mieux vous positionner. Et par rapport à ça, vous avez une multitude de pistes, on l'a vu, mais par contre, peut-être un élément sur lequel deux des intervenants sont revenus et qui me semble important, eh bien, ce sont les questions en fait du positionnement. C'est-à-dire que c'est tellement riche, il y a tellement de choses, que ce qui est important probablement, un savoir-être qu'il est important d'identifier, eh bien, c'est de savoir serrer les choses, de savoir hiérarchiser, de prioriser, de bien définir vos priorités, tant dans votre accompagnement auprès de votre public que par rapport à vos futures recherches d'emploi. Ne pas chercher à tout faire, à tout aborder, mais bien commencer par une petite porte d'accès. C'est celle qui vous fera découvrir des choses et puis qui vous permettront de faire évoluer votre pratique. De même que mon fleuriste d'aujourd'hui ne fera pas du tout les mêmes bouquets dans 20 ans, vous aurez le temps d'évoluer, de découvrir d'autres espèces, de découvrir d'autres possibilités et petit à petit de diversifier votre pratique. Voilà. C'est les éléments principaux que j'aurais à dégager de cette journée. Un grand merci à tous pour votre attention.